Merci pour ce mot d'introduction. Je voudrais remercier la Fondation pour l'organisation de cette journée d'études. Je vais donc vous parler du rôle de la Gestapo à Anvers. Et donc, je vais commencer par vous citer un exemple, donc, ce que, donc, on a appelé par la suite, au niveau de la justice militaire, Koninklijke Landstraat Anvers, et là, il y avait donc un mouvement de résistance, et puis, donc, on a organisé une structure de coopération entre la CIPO et la APUER. Cela a donné lieu à une série d'arrestations. Ils ont trouvé lors des perquisitions des listes de membres de cette organisation. Et donc, un des personnes arrêtées a donc donné la clé de cette liste codée. Et donc, un interprète flamand, après la guerre, a donc reconnu que les données ainsi trouvées étaient telles qu'ils n'avaient pas pu donner suite à tout ce qu'ils avaient trouvé comme indication. Donc c'est dû à une dénonciation anonyme et parfois il y avait aussi les rapports d'un informant ou tout simplement le hasard. Et donc les aveux forcés ou les documents saisis lors de perquisitions a donc souvent permis d'étendre l'enquête, une chaîne d'arrestation. Et donc, je vais maintenant me focaliser sur les méthodes utilisées par la Gestapo pour donc supprimer des réseaux de résistants. En fait, la Gestapo était une puissance étrangère en Belgique, donc il se trouvait en territoire ennemi pour eux, ce qui rendrait plus difficile leur tâche. D'abord, quelques informations à propos de la Gestapo à Anvers. Après donc l'établissement de CIPO-SD à Bruxelles, comme on l'a dit, ils ont donc créé des sections à Liège, Charleroi, Gand et Anvers. Et donc les premiers agents allemands sont arrivés à Anvers au mois d'août 1940 et la Gestapo à Bruxelles et à Liège ont donc opté pour des immeubles à bureaux. À Anvers, la CIPO a préféré une villa à Wilrijk, avenue de la Faille, donc dans un faubourg résidentiel. Et choisir une villa comme donc état-major, c'était une habitude de la véritable SD, donc la Sicherheitsdienst des SS. À Berlin, il y a le fameux hôtel particulier ou la villa sur la Wannsee, où il y a eu la fameuse conférence de Wannsee, savent qu'ils préféraient les villas. Donc, et c'était également établi dans un environnement assez boisé, ce qui donc garantissait la discrétion nécessaire. Et puis donc, en 1943, au mois d'octobre, ils ont donc déplacé leur siège vers l'avenue Elisabeth, puisque l'ancien siège était devenu trop petit. Quel a été le rôle de la Gestapo à Anvers? Voici donc une photo des Allemands et de leurs collaborateurs flamands. Il y avait donc un Dienststelleleiter allemand et qui était assisté de aides allemands qui étaient à la tête d'une sous-section. Et donc là, en général, l'âge moyen était relativement jeune et les gens avaient donc des formations académiques. Les deux principaux chefs à Anvers avaient tous les deux un doctorat et avaient donc fait leurs armes déjà dans le mouvement nazi. Tandis que les agents allemands
subordonnés étaient plus âgés, étaient des nazis de date récente ou de fraîche date, mais avaient déjà une carrière policière bien plus ancienne et étaient donc très versés dans tout ce qui est tactique policière. Et donc, après la guerre, tous les agents allemands ont souligné l'importance de leurs collaborateurs flamands, et donc ils ont eu beau jeu, évidemment, de dire qu'il n'était que 9 Allemands, il y avait 40 Flamands qui étaient occupés. Donc l'efficacité du service dépendait presque entièrement du rôle joué par les Flamands. Donc il y avait des gens qui étaient des opportunistes ou des carriéristes, d'autres étaient intéressés par l'aspect financier ou alors par idéologie des antisémites arabiques ou bien des anticommunistes convaincus. Et donc même si le contexte de ces agents allemands et des collaborateurs flamands est tout à fait intéressant, je voudrais plus particulièrement maintenant me focaliser sur les tactiques mises en œuvre par la Gestapo. La SIPO-SD, et plus particulièrement la Gestapo, était une police politique qui avait pour but de maintenir la tranquillité en Belgique et de tuer dans l'œuf tout mouvement de résistance. Et donc, il y avait 3 méthodes pour le faire à Anvers. Ou bien on arrêtait des individus et l'agent allemand et son aide flamand procédaient à l'arrestation. On pouvait lancer des razzias, ça se passait le plus souvent la nuit. Le chef allemand restait donc au bureau à la Dienststelle, alors que ses collaborateurs flamands procédaient aux arrestations. Et puis il y avait les soi-disant grosses actions où donc d'un coup tout le groupe de résistance était arrêté. Là on travaillait avec la Feldgendarmerie, die Geheime Feldpolizei, et donc on utilisait aussi des grenades et des fusils mitrailleurs, et donc on réquisitionnait les taxis pour donc se déplacer. Et puis les gens étaient incarcérés à la prison en ville. Mais les gens, les agents allemands ne pouvaient pas se lancer dans des actions quelconques. Il y avait donc toute une procédure, des règles à respecter avant de pouvoir passer à l'action. Je ne peux pas vous expliciter cela par manque de temps, mais je peux vous dire que donc ces règles dans la pratique étaient complètement ignorées. Un exemple illustre, c'est la fameuse Siebenhaft. C'est donc l'arrestation des membres de la famille de personnes soupçonnés. Officiellement, c'était interdit, mais ils y ont recouru largement. Au mois d'août 1944, un couple âgé a été arrêté, dont la fille était soupçonnée de venir en aide aux pilotes alliés. Et le médecin de la prison a donc jugé qu'il n'était pas du tout donc en état de subir une incarcération. Ils ont été libérés au bout de 2 jours. Et puis donc la SIPO n'a pas accepté cela, les a fait incarcérer au fort de Bredon, et ils ont été déportés en Allemagne où ils sont morts. La même chose pour les personnes juives, donc qui souvent étaient en but à des agressions physiques ou verbales, et leurs membres de la famille n'étaient pas du tout donc en sécurité. Le chasseur de juifs, Frank Jodenborn, a arrêté 2 personnes dans la rue qu'il soupçonnait d'être juives. Il a constaté lors du contrôle de leurs documents qu'ils étaient belges, mais donc les parents n'avaient pas la nationalité belge, et Lauterborn pouvait se contenter de l'arrestation et de la déportation des parents. Mais avant de pouvoir procéder à l'arrestation, la Gestapo devait d'abord savoir qui on pouvait arrêter et où on pouvait arrêter ces personnes. Et donc, il était important d'obtenir des informations, non seulement pour la Gestapo, mais pour tous les services de police.
Une première forme d'information, c'était donc les enquêtes suite à des dénonciations, anonymes ou non, de la population en gros. Par exemple, une plainte de voisins, des plaintes entre ex-amants ou même de la part de membres de la famille. Il y avait une jeune fille qui avait commencé une collaboration avec un collaborateur. Ses parents avaient interdit cette relation et la jeune fille a dénoncé ses propres parents parce qu'ils écoutaient la radio britannique et parce qu'ils aidaient les personnes à se cacher. Il y a un homme qui a été arrêté en 1944 parce qu'il diffusait oralement les annonces faites à la radio anglaise. Il a été donc dénoncé par ses voisins, il a été déporté en Allemagne et n'est jamais revenu. Et souvent, ces dénonciations avaient peu à voir avec des véritables activités de résistance, mais plutôt des conflits d'ordre privé qui étaient donc en quelque sorte exagérés pour arriver à un niveau supérieur. Et c'était souvent une très mauvaise présage pour la personne arrêtée. Et souvent, donc, ces dénonciations permettaient malgré tout à la Gestapo d'infiltrer les mouvements de résistance. Et donc, pour les Juifs cachés, c'était donc vraiment très, très dommageable, puisque donc, souvent, ils devaient s'en remettre à des groupes individuels, et ils étaient donc beaucoup plus sensibles, exposés aux dénonciations. Félix Lauterborn a dit que sur les 100 Juifs arrêtés, eh bien, il y avait au moins 80 cas de dénonciation par lettre anonyme. Par exemple, un homme avait caché son ami juif dans son appartement, mais son propriétaire habitait le même immeuble et se plaignait qu'il y avait trop de vacarme la nuit et a menacé d'aller à la police. 2 jours, la Gestapo a donc fait une descente. L'homme qui cachait son ami juif a été donc arrêté et incarcéré à la Begijnenstraat. Par contre, le clandestin juif a eu plus de chance parce que la fille du propriétaire a pu l'avertir à temps de l'arrivée de la police allemande. Et donc les dénonciations provenant du milieu de la résistance elle-même étaient primordiaux pour la Gestapo. Et souvent, il y avait des V-man, donc des agents doubles. Et là, une deuxième source d'information, donc c'était le V-man, c'était une abréviation pour homme de confiance, et c'était donc un terme qui définait un agent d'information tout à fait particulier. Et au cours de mes enquêtes, j'ai constaté que ces différentes catégories n'étaient pas vraiment mises en œuvre en pratique. Et il s'agissait surtout de personnes pour infiltrer un mouvement de résistance. Et donc, ils étaient aussi payés et lorsque l'action était donc couronnée de succès, ils obtenaient des bonus supplémentaires. Et ces hommes-là étaient les plus dangereux pour la résistance. Quelles étaient donc les actions de ces V-Leute? Certains faisaient partie directement partie de la Gestapo, mais il y a aussi des exemples d'un membre de la résistance qui a proposé à la Gestapo de leur fournir des informations en contrepartie de la libération de son époux qui avait été arrêté. Mais il y a aussi des cas de résistants retournés qui, lors de leur interrogatoire ou des séances de torture, avaient donc fléchi et qui s'étaient laissés retourner. Un interrogatoire par la Gestapo, ce n'était pas une plaisanterie. Et voilà, il cite en français quelle était la qualification de cet interrogatoire. Comme pour les arrestations, pour les interrogatoires, il y avait donc toute une nomenclature de règles à respecter, mais cette nomenclature de règles a été complètement ignorée. Mais attention,
non pas chaque interrogatoire impliquait la torture. Dans des cas légers aussi, la personne arrêtée était disposée tout de suite à donc fournir les renseignements et informations voulus. On ne torturait en général pas. Mais si la personne arrêtée refusait à fournir des informations, d'abord on le travaillait d'une manière psychologique. Et donc les interprètes flamands, nous, les interprètes, devaient donc le préparer d'une manière assez brutale, en étant très impoli, très brutal avec lui. Et lui, par l'exemple de l'agent allemand, commençait donc l'interrogatoire en parlant d'une manière très polie et très douce. Et ainsi, les personnes interrogées étaient complètement désarçonnées et donc fléchissaient. Ce n'est qu'à ce moment-là, si la personne arrêtée ne parlait toujours pas, on procédait à la torture physique. Et au cours de l'occupation, la Gestapo a donc développé toute une série de techniques et d'appareils de torture, par exemple avec des cannes en bambou et aussi avec des nerfs de bœuf, ou avec des fers à gaufres, des gaufriers chauffés et même un appareil électrique qui donc, la fameuse gégène, pour donc infléchir des chocs électriques. Et donc là, cela indique quand même le cas de gravité de cette torture. Et même si les agents allemands n'étaient pas donc chargés de se salir les mains, c'étaient leurs acolytes belges qui faisaient le sale boulot. Officiellement, aucune personne arrêtée ne pouvait passer la nuit dans le bâtiment lui-même et devait être ramenée soit à Brindong, soit à la prison en ville, à la Brienenstraat. N'empêche qu'on a donc aménagé des cellules dans les caves de la villa à Wilrijk ou plus tard dans le siège à l'avenue Elisabeth. Il y a des personnes arrêtées qui n'ont pas survécu. Il y a un procureur qui a été arrêté au mois d'août 1944 et donc le traitement très rude a commencé au début de son interrogatoire et puis on a carrément passé à la torture. Et puis quand il a été déposé à Brindong, le responsable a constaté que c'était le pas le plus grave qu'il avait jamais vu. 4 jours plus tard, cette personne, c'était un substitut du producteur du roi, et cela a provoqué pas mal de remous à Bruxelles, au siège principal de la SIPO. Rainer voulait donc démarrer une enquête, mais donc le repli de l'armée allemande a empêché cela. Maintenant, j'en arrive à ma conclusion. Comment la stratégie mise en œuvre par la Gestapo à Anvers peut-elle être synthétisée et résumée? Eh bien, on peut dire que la Gestapo, avec un nombre limité de gens et un arsenal d'informations, a pu, avec un certain succès, entamer des actions importantes contre la résistance. Parfois, c'était la Gestapo elle-même qui recherchait activement des informations en recourant à des agents d'information. Sinon, ils réagissaient tout simplement à des dénonciations ou des informations fournies par d'autres services. Et donc, après avoir ainsi pu fracturer l'armature de la résistance, des documents trouvés lors de perquisitions ou le fait que les gens parlent lors des tortures fournissait des informations complémentaires. Et donc, ce qui est aussi frappant, c'est que le fait que ces agents allemands ignoraient les règles qui leur étaient imposées n'a jamais donné lieu à une quelconque poursuite ou sanction. Donc, ils avaient en quelque sorte carte blanche. En plus, quand il y avait
avait des perquisitions, ils volaient comme des pies, argent, bijoux, des manteaux de fourrure, de la nourriture. Évidemment, une fois de plus, les Juifs étaient des victimes tout à fait désignées puisqu'ils n'avaient aucun droit, et souvent les personnes arrêtées de sexe féminin étaient souvent donc brutalisées, pour ne pas dire violées. Et donc à chaque fois que j'étais convoqué par les Allemands, ma mère m'accompagnait, et donc on fermait la porte derrière moi et ma mère devait attendre dehors, et donc il m'offrait à boire. J'ai refusé, il ne m'a jamais touché. Mais un certain nombre d'agents de la Gestapo constituaient en fait une association de malfaiteurs pour compte propre. Au siège principal à Bruxelles, ils ont essayé de sévir contre de tels cas de corruption, mais donc les sections avaient beau jeu évidemment de liquider des témoins gênants. Et souvent, là, le responsable de la section locale collaborait à cette liquidation de témoins gênants en cas de corruption.